Prenons tout de suite la direction de l'Ukraine. Rejoignons Claire Cambier, notre envoyée spéciale. Claire, vous êtes en direct de Pavlograd. C'est dans l'est de l'Ukraine, ou l'ouest du Donbass. Et vous venez, Claire, de passer la journée en reportage à Pokrovsk. C'est dans le Donbass. Pokrovsk, c'est là où les Russes ont réalisé leurs plus grandes avancées cette année. À Pokrovsk, il y avait 60 000 habitants avant la guerre. Il n'y en a plus que 10 000 aujourd'hui. Cela fait près de 3 ans que ces citoyens ukrainiens vivent un enfer. Et pourtant, ils ne sont pas prêts à toutes les concessions, loin de là, pour que la guerre s'arrête. Oui, exactement. À Pokrovsk, les conditions, elles sont quand même compliquées. Hein. Le front n'est plus qu'à entre 6 et 9 kilomètres. Il n'y a plus d'eau potable. On a vu les gens devoir faire la queue à des points d'eau avec des bidons, des bidons, etc. Il y a pratiquement plus d'électricité. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont également détruits. Vous le disiez, il y a pratiquement 6 fois moins d'habitants aujourd'hui qu'avant la guerre, un peu plus de 10 000. Alors, il faut savoir que parmi ceux qui restent, évidemment, il y en a quelques-uns qui attendent les Russes, comme on dit ici, mais toutes les personnes avec qui on a pu échanger sont unanimes. Ils ne sont pas prêts à faire la paix à n'importe quel prix. Ils ne sont pas prêts aujourd'hui à abandonner leur territoire. Il y a un homme d'une 50aine d'années qui pourtant s'apprêtait à fuir cette ville face aux difficultés, qui nous disait mais comment on pourrait abandonner alors que nous, on se bat pour notre liberté, on se bat pour notre indépendance et surtout si on signe la paix, qui nous assure que la Russie ne nous attaquera pas de nouveau. Il faut savoir vraiment qu'ici, personne n'a confiance en Poutine. Alors évidemment qu'au sein de la population, cette idée de faire des concessions, elle fait son chemin petit à petit. Il y a des sondages qui sont réalisés régulièrement dans le pays. Alors fin 2023, ils étaient 19% à être prêts à faire des concessions pour arriver à la paix. Aujourd'hui, ils sont 32%. C'est un petit peu plus. Mais vous voyez, la grande majorité reste contre cet avis, malgré qu'on soit pratiquement à 1000 jours de guerre aujourd'hui. Merci Claire Cambier, envoyée spéciale en Ukraine. Vous êtes en reportage avec Camille Souhaut. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce compte-rendu Gallagher-Fenwick. On le voit, c'est difficile, ça n'ira pas de soi. Non, c'était très très fort ce que nous disait Claire, parce que le diable se loge évidemment dans des détails qui n'en sont pas en réalité, c'est-à-dire que sur ces concessions, de quelle nature vont-elles être? S'agit-il de concessions territoriales? Renoncer à du territoire, c'est renoncer à des populations qui vont subir, et c'est déjà le cas, le joug russe. S'agit-il de concessions, j'allais dire, géopolitiques, neutralité vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'OTAN? S'agit-il de concessions d'ordre politique, puisque Vladimir Poutine, on va en parler dans l'échange qu'il a eu à Olaf Scholz, a dit qu'il fallait aussi traiter les sources du conflit. C'est une manière à peine masquée pour lui de dire ce sont des nazis qui sont au pouvoir et nous ne souhaitons plus qu'ils soient au pouvoir. Donc que seront prêts à accepter les Ukrainiens et les Ukrainiennes? Moi, ce que j'entends et que je ne juge évidemment pas et certainement pas depuis le confort que me procure la distance et la chaleur de ce studio, c'est ce souhait notamment de celles parfois qui sont en première ligne, de ne plus avoir à se battre. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus avoir à se battre, mais ils ne veulent pas pour autant une capitulation. Et c'est là qu'est l'extrême difficulté de cet exercice. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus voir leurs camarades mourir. Ils ne veulent plus risquer leur vie. Certains n'ont pas été démobilisés en plus de 2 ans. 2 ans de combat dans des tranchées, dans des conditions abominables. Mais pour autant, ils ne veulent pas une défaite. Parce qu'une défaite, ce serait reconnaître que la perte de dizaines de milliers de camarades a été vaine, n'aura servi à rien. Tout ça pour que, comme le disait le colonel Goya, Vladimir Poutine puisse parader sur la place rouge en disant « on a gagné ». Mais est-ce que, colonel Goya, sur le terrain, certains de ces soldats ukrainiens continuent de penser qu'ils peuvent gagner militairement ? Écoutez, d'abord il faut définir ce qu'on pourrait appeler gagner militairement. À la limite, un objectif, ça a été longtemps, la libération complète des territoires occupés. Bon, ça c'est plus réaliste évidemment depuis longtemps. Ramener les Russes sur la ligne de départ, c'était l'objectif initial. Ce serait également très compliqué. En réalité, il ne peut y avoir
de succès militaire ukrainien sans un changement de rapport de force, et donc au moins sans une aide massive des pays occidentaux pendant des mois. Et dans le meilleur des cas, c'est quelque chose qui pourrait survenir dans l'année 2025. Donc la vraie question, elle est aussi chez nous. Négociation peut-être, mais est-ce qu'on va, nous, occidentaux, appuyer les Ukrainiens à nouveau en les aidant massivement pour qu'au moins ils se présentent en position de force dans la négociation, ou est-ce qu'on va au contraire les lâcher pour en finir le plus vite possible? Samantha de Berndt. Non, ce qui est tragique dans tout ça, et Volodymyr Zelensky l'a souligné dans son entretien, c'est que même l'aide qui a été promise, si on prend l'aide américaine, il dit que même pas la moitié n'a été reçue. Il a dit, je ne vais pas donner de chiffres, je ne vais pas dire ce qui a été reçu, mais je veux dire que c'est moins de la moitié. Donc c'est vraiment un constat affligeant pour l'Occident. Et donc, les Ukrainiens se battent, les Ukrainiens meurent, mais les personnes sur le terrain disent, écoutez, là, on se bat, on n'a plus d'armes. Les hommes ne veulent pas se battre parce qu'ils n'ont plus d'armes, donc on ne peut même pas former une brigade, on ne peut pas se battre avec une demi-brigade, parce que les gens ne veulent pas venir se battre, on les comprend. Et là, je pense que oui, il y a de fortes chances, malheureusement, je crois que Vladimir Poutine fasse sa parade sur la place rouge en disant « j'ai gagné ». Mais il n'aura pas gagné. C'est que nous aurons perdu. Nous, je veux dire l'Occident, parce que nous n'avons pas su défendre quelqu'un qui a tout fait pour être notre allié, pour vouloir faire partie du camp occidental. Et les promesses qui ont été faites, les Ukrainiens se sont battus en grande partie parce qu'ils se sont dit, bon, on est en train de mourir aujourd'hui, mais demain on aura cette aide, donc ça vaut la peine de se battre. Mais si vous savez que d'avance c'est perdu, que d'avance, malgré toutes les promesses, on ne vous donne rien, et qu'en plus, le discours ambiant aux États-Unis et en Europe, c'est bon, on va donner moins, eh bien, c'est normal qu'on arrête de se battre. Vous avez cité El Alamein et Churchill. Mais en 1942, les Américains étaient rentrés en guerre de façon absolument ferme et sans ambiguïté du côté des Alliés. Et c'est la grande différence aujourd'hui, c'est qu'on a une Amérique qui était déjà ambiguë et qui malheureusement risque d'être moins ambiguë, mais dans l'autre sens. Oui, de se détacher au fond de cette obligation morale qui serait celle d'aider l'Ukraine. Sylvie Bermann. Oui, mais cela, c'est bien avant même l'élection de Trump. Biden, depuis le début, a dit l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Et c'est ça qui fait la différence dans l'aide qui est apportée. Donc la logique, c'est on aide l'Ukraine à exercer son droit de légitime défense, mais ça n'a effectivement pas été au-delà. Maintenant, beaucoup d'Ukrainiens ne veulent pas se battre, pas uniquement parce qu'il n'y a pas d'armes, il y a quand même d'abord il y a des jeunes, il y a des déserteurs, il y a des Ukrainiens qui sont en dehors du territoire ukrainien et qui ne veulent absolument pas rentrer. Et puis certains jeunes ont dit aux commandants ukrainiens sur le terrain, on ne veut pas être sacrifiés pour des villages du Donbass dont on n'a jamais entendu parler. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu un enthousiasme patriotique parce qu'il fallait défendre Kiev, il fallait défendre Odessa, il fallait défendre le pays. Aujourd'hui, quand c'est le Donbass, moi, j'étais souvent à Kiev parce que j'ai été médiatrice de l'OSCE pour les accords de Minsk. À Kiev, ils s'en moquaient totalement du Donbass à ce moment-là. Donc c'est aussi une donnée. Maintenant, il faudra voir après, c'est-à-dire que Poutine n'aura pas tout gagné, même s'il y a une concession territoriale. Je veux dire, chacun devra pouvoir dire qu'il a gagné. L'Ukraine, sa souveraineté, son indépendance. Il faut voir quelles garanties on lui apporte. Il faut partir des garanties avant les concessions territoriales. Et effectivement, Poutine pourra parler des concessions territoriales, mais il y a quand même des conséquences géopolitiques pour lui qui ne sont pas positives. Je suis totalement d'accord sur le rapport de beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes au Donbass. Volodymyr Zelensky, quand il fait campagne, une sorte de campagne, une simili-campagne pour accéder à la présidence de son pays, en fait, il dit, et c'est dans la presse ukrainienne, dans Ukrainska Pravda, notamment l'un des principaux quotidiens, moi, je ne vais pas perdre des gars, c'est une situation que je mutile, mais en gros, c'est ça, pour des morceaux de territoire. Et c'est une référence claire au Donbass. Mais Boutcha est passé par là. C'est-à-dire que moi, dans ce que j'ai entendu et dans ce que j'ai vu, après Boutcha, qui est le massacre, l'ignoble massacre, le crime de guerre, j'allais dire, aux yeux du monde entier, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans le rapport à la fois
au territoire, à ces territoires, à ces populations et à cet enjeu-là. Et c'est pour ça que je parlais d'un effort de pédagogie, parce que ça a été beaucoup dit derrière Boutcha. Là, il va falloir peut-être, je dis bien peut-être, parce que pour l'instant, c'est pas la position de Zelensky. C'est normal, quand on arrive, on adopte une attitude et une position maximaliste dans n'importe quelle négociation, et après on envisage de redescendre, mais il va y avoir quand même un douloureux exercice de pédagogie qui va consister à devoir expliquer pourquoi, après Boutcha, on a dit plus jamais ça, et hors de question de céder quoi que ce soit, parce qu'on laissera d'autres populations sous le joug des assassins et des criminels de guerre, et là dire, finalement, on n'est pas vraiment attendu dans le Donbass. Parce que l'allié américain se désengage. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit dans cette interview, et j'en termine par là, à Souspilin, moi ça m'a frappé, il dit voilà ce que les Américains veulent. Ah oui. C'est vraiment une formule qui m'a frappé. Non, et il y a une autre question, c'est la question de tous les civils qui ont disparu, qui sont soit dans des prisons russes, soit les enfants qui ont été adoptés par des familles russes. Si vous voulez, si jamais il y a négociation, il y aura, dans le droit international, il y aura une couverture juridique pour les prisonniers de guerre. Mais il n'y a pas de couverture juridique pour ces personnes qui ont été kidnappées parce qu'ils ne sont pas protégés par la Convention de Genève. Enfin, il y a une couverture juridique parce que la Cour pénale internationale a condamné Vladimir Poutine et Maria Melova à cause de tous ces enfants qui ont été kidnappés. Mais comment est-ce que les négociations vont pouvoir se pencher sur cette question ? Sans doute devront-elles prendre en compte cet aspect. Et donc ça prendra longtemps. Oui. Et je pense que les Ukrainiens n'accepteront rien sans que cette question-là aussi soit résolue. Oui, c'est une évidence, mais je pense que ça peut être réglé assez rapidement en réalité. C'est-à-dire éviter de ce qui a été fait avec les accords de Minsk qui ont traîné pendant 8 ans et sans aucun résultat. Mais il y avait beaucoup de choses sur les échanges de prisonniers, sur les aspects humanitaires et tout. Donc je pense que ça fait partie inévitablement de l'accord.